Bonjour à tous. Déjà, je suis content de voir le succès du pitch. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment faire pour réussir son projet Data IA grâce au design de solutions. Donc déjà, pour commencer, je vais me présenter. Idé Rodad, je suis le fondateur d'IED Solutions. On est une société de conseil basée à Nantes, spécialisée en fait sur concevoir, développer et déployer des systèmes d'aide à la décision pour la performance opérationnelle des entreprises, avec deux grandes offres thématiques, une autour de la supply chain, comment on fait pour optimiser les supply chains et éclairer les prises de décision dans les supply chains, notamment beaucoup pour les industriels, et un autre sujet autour de la connaissance client, comment on fait pour avoir des systèmes de décision qui permettent de s'appuyer vraiment sur la connaissance client pour rendre l'expérience client la plus fluide possible. D'accord ? Donc, je vais vous parler, on a 25 minutes, donc ça va être assez rapide. Je vais quand même laisser une place aux questions, donc n'hésitez pas, 5 minutes à la fin, j'espère, normalement ça devrait rentrer. Et si vous en avez même au fil de la présentation, je pourrais les prendre selon que je réponde ou pas avant ou après à la présentation. Je vais vous parler de 3 choses en fait. La première chose, c'est de partir des raisons d'échec des projets Data IA. En fait, qu'est-ce qui fait qu'on rate ou qu'on n'atteint pas les objectifs attendus de ce genre de projet? La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est les 4 briques d'une solution Data IA. Et vous allez voir que je ne vais pas vous parler des briques technologiques. Je trouve que 80-90% des discussions, c'est souvent parler des stacks, des sujets technologiques. Et vous allez voir que pour nous, une solution Data IA, c'est en partie bien sûr technologique, mais c'est qu'un élément. Et souvent, on a tendance à oublier les 3 autres. Et puis enfin, je vais vous partager les 3 principes de design de solutions que nous, on utilise chez nos clients et sur laquelle s'appuie notre méthodologie de conception, de développement et de déploiement de ces solutions chez nos clients. Alors, les raisons d'échec des projets Data IA. Déjà, dans la salle, peut-être, est-ce qu'il y en a qui ont des idées là-dessus? J'imagine qu'il y en a dans la salle qui ont déjà vu des projets de ce type. Est-ce que vous avez une idée des raisons principales d'échec? Quelles sont les raisons d'échec de ce genre de projet? D'accord, la qualité des données, ouais. Quoi d'autre? Pas de cas d'usage, ouais. Qui sont les utilisateurs finaux, d'accord. Un dernier? Là, on en a 2 pour l'instant, sur les 4 que je vais vous présenter. Il n'y a pas d'experts en interne, effectivement, les compétences. Donc, on les a presque tous. Le premier, c'est le manque de clarté des objectifs business. C'est ce que vous avez dit, monsieur, je pense, sur il n'y a pas de cas d'usage. En fait, souvent, on voit des fois des clients nous dire ouais, on veut faire de l'IA. D'accord, mais pour quel enjeu, pour quel cas d'usage? Et la question n'est pas du tout anodine, parce qu'un système IA, c'est optimisé pour souvent une tâche très spécifique. Et donc, si on n'est pas au clair sur les objectifs business, si on n'a pas formalisé le bon problème, on est sûr de ne pas trouver la bonne solution. Le deuxième, c'est le manque de qualité des données. Vous l'avez dit, madame. Ça, c'est un classique, on en entend, c'est même une tarte à la crème, on n'entend parler que de ça. Pour nous, ce n'est pas tant un problème que ça. J'y reviendrai. Le sujet, c'est que le manque de qualité de données, souvent, il ne permet pas d'atteindre les objectifs qu'on s'était initialement fixés. Et tout l'enjeu de ces projets-là, c'est de manager cette incertitude, parce que les data, tant qu'on n'a pas ouvert le capot, en fait, on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Personne ne peut dire à l'avance la précision du modèle prédictif pour prévoir les ventes tant qu'il n'a pas essayé. Donc finalement, celui-là, on le met souvent en avant, mais pour nous, ce n'est pas vraiment un sujet. Le sujet, c'est l'articulation entre les objectifs qu'on s'est donnés et comment on va découvrir au fur et à mesure le niveau de qualité des données et comment on va s'adapter par rapport à ça. Le troisième, on ne l'a pas vraiment cité, parce que le quatrième, c'est les compétences, comme a cité monsieur, c'est le manque de collaboration entre les équipes. En fait, par construction, par design, ce genre de projet, il est collaboratif. On a souvent à faire intervenir la data, on dit souvent, oui, être au centre de l'entreprise et autres. La data, en fait, c'est souvent, il faut des gens de l'IT qui ont les systèmes sources, il faut des gens du métier, bien sûr, parce que la data, l'IA, c'est avant tout un sujet métier. Et puis, il faut tout un tas d'autres intervenants, des fois des experts de la data, souvent. Et donc, en fait, il faut réussir à faire collaborer tous ces gens-là. Et souvent, ça, c'est un écueil. Les gens ne parlent pas le même langage, n'ont pas les mêmes termes, et donc il y a des problèmes autour de on n'arrive pas à collaborer. Grosso modo, je vous la fais courte,
L'IT explique que la sécurité des données c'est important, donc on va rien vous filer. Et puis le métier il dit que l'IT, bon, ils sont sympas, mais ils nous laissent pas faire. Et puis les experts de la data ils disent que de toute façon les gens du métier ils comprennent rien à l'IA et qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Et le troisième, c'est le manque de compétences, comme a cité monsieur. Donc ça, j'y reviens pas trop, c'est à peu près évident, c'est de dire, des fois, aussi parce que c'est pénurique, on manque de compétences sur ces sujets-là. Ok ? Alors, pour résoudre ces problèmes, là, je ne vous apprends pas grand-chose. Hein. Souvent, il y a des efforts qui sont mis, des investissements. Et en fait, souvent, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est qu'il y a deux sujets qui sont adressés. Souvent, le manque de qualité de données. Et autour de la qualité de données aussi, il y a l'accès. Et alors là, on va mettre le paquet sur les modernes data stacks, les data lakes, les ELT, de la gouvernance, etc. Et puis, il y a le manque de compétences autour de la data et l'IA. Ça, pour faire un rapide historique, pour ceux qui ne sauraient pas, grosso modo, au début, on disait on a besoin de data scientists et puis c'est tout. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, un projet, une solution data pour la construire d'un point de vue technique, c'est un peu comme une maison en fait. On a besoin de différents corps d'état, corps de métier. Et donc là, on a mis des data analystes, des data scientists. Et puis on a dit mais un data engineer, c'est pas pareil qu'un data scientist. Et puis c'est pas les mêmes compétences, etc. Et puis il faut un data architecte aussi et tout. Donc ça, souvent, les efforts dans les entreprises, ils ont été faits et ils sont mis. Mais comme vous l'avez vu, là, on n'a adressé que 2 des raisons d'échec de ce genre de projet. Et donc, la transition, c'est de vous dire qu'on a bien vu que sur le manque de qualité des données, on faisait souvent des choses, et c'est quelque chose qui est clair pour les décideurs et pour les gens qui pilotent ce genre de projet. Sur le manque de compétences aussi, on a une vision de plus en plus claire, la maturité des entreprises est plutôt bonne là-dessus. Mais finalement, en fait, maintenant je vais vous donner notre définition d'une solution data et IA. C'est quoi ? En fait, c'est 4 briques. C'est un processus métier. Parce qu'en fait, souvent, quand on met un système un système d'aide à la décision pour l'IA et la data, ça change radicalement le processus métier. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier, c'est on a pu mettre en place un système de détection de fraude sur des cartes carburant. D'accord ? Donc vous imaginez un système de détection de fraude qui va en fait analyser les données disponibles et dire là je pense qu'il y a une fraude qui est en train d'être faite sur cette transaction. Avant ce système, ou pour mettre en place ce système, il n'y a pas que le système intelligent qui a à réfléchir. Il y a aussi, une fois que je lève la fraude, qu'est-ce que j'en fais ? Est-ce que je coupe la carte ? Est-ce que je dis au commercial d'appeler le client pour lui dire on pense qu'il y a une fraude ? Est-ce que je mets à disposition l'information au client et il se débrouille ? Vous voyez ? Et ça, c'est une question de processus métier. C'est une question derrière de relation client, de comment je veux faire la relation avec mon client. Et c'est absolument pas technologique. Et si vous ne définissez pas le processus cible, vous êtes sûr de ne pas réussir à avoir une solution qui soit adoptée par les métiers et qui fonctionne, qui soit opérationnelle. Le deuxième sujet, c'est un sujet d'organisation, parce que c'est bien joli souvent d'avoir une brique ou un système intelligent d'aide à la décision, mais derrière, ça impacte souvent votre organisation, ne serait-ce qu'en termes de cycle de vie, de maturité du produit. Il faut s'organiser pour le gérer, ce cycle de vie. Et donc ça, c'est pareil. Si vous ne l'anticipez pas, si vous n'êtes pas au clair sur quels sont les impacts sur le monde d'organisation, vous allez au-devant de déconvenues. Le troisième point, c'est les compétences. Là, je ne parle pas des compétences techniques pour construire l'outil. Je parle bien des compétences des gens qui vont utiliser ces systèmes d'aide à la décision. Je vous prends un exemple concret. On a pu mettre en place pour un industriel un système d'aide à la décision pour anticiper les risques dans sa supply chain. Donc il faut imaginer, vous avez une 50aine de personnes qui sont responsables opérationnels fournisseurs. Donc ils ont un portefeuille de 50 à 100 fournisseurs dont ils sont en charge de la relation au jour le jour pour s'assurer qu'ils livrent à temps, en qualité, etc. Ils avaient un processus de risque qui est grosso modo j'éteins les incendies. Il y a le risque qui se manifeste, il y a le défaut qualité majeur qui se manifeste, je gère en catastrophe plus ou moins et j'arrive à éteindre l'incendie. On est passé d'un processus où je suis à un processus où j'anticipe grâce à une meilleure exploitation de la data et en identifiant grâce à un score de risque un modèle intelligent qui va capter en fait les signaux faibles avant-coureurs d'un risque. Mais derrière, en fait, on s'est heurté à typiquement, si vous leur donnez une boîte noire et vous leur dites, voilà, le système, il a dit que là, il y a tel fournisseur, il allait faire défaut, et bien là, je peux vous assurer que personne va prendre son téléphone et appeler le fournisseur. Et c'est humain.
Si vous ne comprenez pas les raisons, si vous n'avez pas un minimum de confiance dedans, en fait, vous n'allez pas le faire. D'accord ? Et donc là, c'est le sujet de compétences, et j'ai même envie de dire de culture, qui est lié aux utilisateurs. Et sur ce projet-là, on a préféré dégrader la performance intrinsèque du modèle pour avoir de l'explicabilité. Et en fait, cette explicabilité, elle s'appuyait sur le fait que on a des gens qui ne sont pas des super experts de la data ou l'IA, et en fait, on leur a fait on a aussi mis des indicateurs et des éléments qui leur permettaient d'être confortables sur pourquoi le risque est élevé et d'avoir une base de discussion avec les fournisseurs. Donc, la logique de système, c'est pas juste j'ai une IA performante, c'est de dire, en fait, j'ai un arbitrage à faire entre processus, organisation, compétences, et bien sûr, la dernière brique à laquelle tout le monde pense, c'est l'outil. D'accord ? Ok. Donc, vous voyez, déjà là, on a pris un peu de hauteur. Une solution data IA, c'est pas juste un outil ou de la techno, c'est en fait un ensemble de 4 briques. Et comme vous le voyez là sur le schéma, c'est bien, il y a souvent un existant. Et en fait, toute entreprise, c'est un peu comme un système immunitaire. Hein. Souvent, le changement, c'est pas facile. Donc, l'existant, c'est bien les processus, l'organisation et les compétences. Ça, en général, c'est votre point de départ. D'accord ? Venir mettre un outil là-dessus, il faut que ça soit comme la pièce de puzzle, que ça s'imbrique bien dedans. D'accord ? Donc, bien sûr, vous pouvez faire un peu il y a des sujets de transfo à la marge, mais vous ne pouvez pas y aller brutalement, venir plaquer juste un outil et penser que ça va fonctionner. OK. Alors, maintenant... avant de passer à la suite, en fait, c'est de vous dire, à votre avis, quand on parle d'outils, justement, d'IA, data, est-ce que vous pouvez me donner des typologies en fait, d'outils ? C'est quoi pour vous les 3 grands produits data IA qu'on fait dans une entreprise ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ? Qui sont de nature différente. Tout ça lié à l'aide à la décision. Ouais, la data vise, ouais. Comment ? Ouais, mais la base de données, c'est un composant technologique ou technique de l'outil, quoi qu'il en soit. Là, je vous parle vraiment de la nature de ces objets-là qu'il va falloir prendre en compte pour bien que ça s'imbrique là-dedans. En fait, nous, on en voit 3 grandes typologies de produits. Il y a ce qu'on appelle les analyses ponctuelles, et c'est ce que vous avez dit, madame, sur le côté data vis. Souvent, voilà, on va faire une analyse ponctuelle pour le métier, des questions du type aujourd'hui, sur mon historique client, quel est mon top 10 de clients. Ça, je vais faire une analyse ponctuelle et je vais pouvoir y répondre. Ensuite, il y a des systèmes d'aide à la décision, et pour nous, ça, c'est le cœur. Et là-dedans, j'ai bien parlé d'aide à la décision. Je trouve que souvent, on a tendance à parler IA égale automatisation. Pour nous, ce n'est pas le sujet, en fait. Le sujet, souvent, la data IA, c'est pour éclairer des prises de décision. Et les prises de décision, à la fin, que vous le vouliez ou non, elles sont prises par des humains. Donc, repartir de dire, en fait, je construis un système d'aide à la décision, c'est repartir de la réalité opérationnelle, encore une fois, comme je vous ai dit, compétences, organisation, process, et de construire des outils qui vont aider ces personnes à prendre des décisions, souvent. Et puis la dernière famille, qui pour moi est assez rare, et en termes de maturité, ça demande, en termes de maturité d'entreprise, il faut être assez avancé. C'est des systèmes de décision automatique. Est-ce que vous voyez ce que ça peut être ? Vous en utilisez tous en tant qu'utilisateur dans votre vie quotidienne. Les GAFAM, par exemple, est-ce que vous avez une idée de... Est-ce que vous pouvez me citer un système de décision automatique ? Ouais, le spam, par exemple. Bon exemple. Pardon ? Voilà, pricing, par exemple, Amazon, il n'y a pas quelqu'un qui s'amuse à mettre les prix à la main de tout leur catalogue produit. C'est un système qui prend automatiquement la décision d'eux. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que ça demande une maturité, parce que ça veut dire que ce n'est pas une aide à la décision, on ne prend plus directement la décision, mais il faut piloter les systèmes de décision automatique. En termes de maturité d'entreprise, en termes de compétences, souvent, on est assez loin. Donc, là-dessus, finalement, si je récapitule, le sujet souvent, c'est soit je fais de l'analyse ponctuelle, en termes de produits ou d'outils, c'est soit de l'analyse ponctuelle, soit du système d'aide à la décision. Et sur les impacts métiers, c'est pas du tout la même. Sur les impacts en termes de solutions, c'est pas la même chose, parce qu'une analyse ponctuelle, c'est pas la même complexité derrière à maintenir ou autre qu'un système d'aide à la décision. Ok. Maintenant, je vais vous partager les 3 principes du design de solutions. Et après, je laisserai la place aux questions. Le premier principe, c'est de commencer simple. C'est pas parce qu'on veut faire un système, je vous ai parlé de la détection de fraude, c'est pas parce qu'on veut faire un système de détection de fraude ou des choses très avancées qu'on peut pas en fait commencer par des analyses simples qui peuvent amener beaucoup de valeur. Pour vous prendre l'exemple du système de détection de fraude, on n'a pas commencé par tout de suite dire on va entraîner un modèle de machine learning. Non, on s'en fiche. Déjà, de caractériser les fraudes,
ça a déjà amené de la valeur. Rien que dans et quelque part, le premier produit qu'on a livré, c'est une analyse ponctuelle. Ça a été déjà de comprendre les comportements de consommation. Et pourquoi on a fait ça? Parce que ça amène de la valeur déjà sur les fraudes, et ça amène de la valeur au marketing, pour mieux comprendre l'offre, en fait. D'accord? Il y a eu déjà des insights de délivrer avec une approche relativement simple au début. Donc la reco là-dessus, c'est soyez lucide sur votre point de départ. Encore une fois, voyez pas l'outil de l'IA comme la baguette magique qui va résoudre votre problème, mais voyez-le comme une pièce du puzzle qui vient s'ajouter à un triptyque process, organisation, compétences. Et donc du coup, ce puzzle-là, vous allez pouvoir le faire évoluer, mais au début, il faut être lucide sur d'où on part. Les deux choses qu'on sous-estime, souvent, c'est que les données, on dit oui, la qualité des données n'est pas bonne. Oui, c'est sûr, si vous voulez faire un modèle d'IA automatique qui prédit tout de suite les fraudes, peut-être vous n'avez pas la qualité suffisante. Mais pour faire des premières analyses, souvent vous les avez. Et grosso modo, nous, la conviction qu'on a, c'est que souvent les données sont très souvent sous-exploitées. C'est-à-dire les clients qui viennent et qui nous disent ouais, on n'a pas la qualité des données suffisante. Mais même avec ce niveau de qualité que vous avez, la question c'est souvent avec le niveau de qualité que j'ai, quels insights et quelles informations je peux tirer. Et après, j'itère. Et ça, c'est un premier point. La deuxième, c'est que la complexité a un coût caché, souvent important. Un système, ça se maintient. Et qu'en commençant simple, on permet d'être centré sur la valeur et pas d'avoir ces complexités qui apparaissent dès le début. Deuxième principe, c'est penser grand. Ça veut dire que pour que ça soit durable et opérationnel, nous, on parle d'opérationnalisation des solutions data IA, pas d'industrialisation. Parce que ce n'est pas parce que vous avez une maison qui est solide et qui résiste à tous les tremblements de terre qu'elle est agréable à vivre. Donc pour nous, le parallèle entre opérationnel et industriel, c'est celui-là. Opérationnel, c'est qui est utilisé par des opérationnels. Donc après, c'est peut-être pas industrialisé tout de suite dès le début, mais c'est pas grave parce que ça amène de la valeur, ça permet de mieux décider tout de suite. Donc les choses qu'il faut comprendre là, c'est que c'est pas juste un outil, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est un outil qui vient s'imbriquer dans un existant process compétence orga et de clarifier le processus cible pour prioriser les efforts. En fait, le fait d'avoir le processus cible, ça permet de se dire quelle est la trajectoire que je vais suivre. Je vous reprends mon exemple de système de détection de fraude. On a commencé par une analyse, on va dire, one-shot simple des fraudes, et après seulement on a construit quelque chose de plus en plus avancé, mais on avait déjà créé la confiance et la valeur dès le début. La reco là-dessus, c'est d'identifier dès le début, bien sûr, les éléments et contraintes structurants pour déployer à l'échelle, notamment souvent sur les systèmes IT, mais de ne pas se focaliser absolument dessus. Sinon, on ne fait absolument rien. Le troisième principe, vous l'avez compris, je pense, c'est de privilégier une vision holistique. Ça veut dire quoi? C'est les 4 briques que je vous ai mentionnées, elles sont en interaction. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'avoir un outil qui est une Ferrari si vous n'avez pas des pilotes de Formule 1. Okay. Donc ça veut dire, si vous avez une Ferrari et que les compétences des personnes ne sont pas au niveau, ça ne sert strictement à rien. Donc il faut avancer de façon... La valeur, elle va être créée parce que vous allez avancer de façon cohérente sur les 4 briques que je vous ai citées, compétences, process, orga et l'outil ou l'outil technologique. Le constat, souvent, c'est qu'on cherche à plaquer un outil sur un existant. Ça, c'est l'effet IA baguette magique, j'appelle ça. Et là-dessus, la reco principale, c'est de penser l'outil comme une brique de la solution et pas comme la solution. Okay. Et donc, comme je vous l'ai dit, le process outil orga compétence, ça forme un tout. Et clarifier les usages, en fait, ça simplifie la solution. En gros, travailler sur le problème et avoir une phase où on réfléchit vraiment au problème, souvent, ça simplifie grandement la solution. Donc voilà, j'en ai fini. Je vous rappelle les 3 principes. Commencer simple, penser grand et d'avoir une vision holistique du sujet. Je vous remercie pour votre attention et on a le temps pour 1 ou 2 questions. Comment on fait pour les questions? On les prend. Est-ce qu'il y a un micro ou à l'oral comme ça? Allez-y, je les répéterai sinon. Oui. Non, le penser grand, c'est de dire, si je veux quand même un système de détection de fraude à la fin qui soit un minimum, avec de l'intelligence dedans, j'ai des contraintes sur mon architecture SI à prendre en compte un peu dès le début. Je vous donne un exemple. C'est pas parce qu'on commence petit qu'il faut tout de suite y aller avec juste des fichiers Excel tout dégueu et une structure de données qui n'est pas pensée. C'est plutôt penser grand, c'est penser de façon évolutive et modulaire. Et ça, c'est un vrai challenge parce que les sujets d'intégration, souvent, ils sont vus au on-off, quoi. Je fais d'abord, typiquement, si on regarde le voyage data des grandes boîtes, c'est souvent, j'ai fait un data lake, j'ai mis toutes les données dedans, et puis après, je me pose la question des usages.
comprend la logique, mais il y a un juste milieu à trouver, en tout cas nous on pense, entre les deux, quoi. J'ai répondu à la question. Ouais. En fait, dans le sujet ponctuel, c'est déjà, en fait, c'est plus le sujet. Encore une fois, nous, il est d'opérationnaliser les choses. Donc, opérationnaliser, c'est-à-dire que l'analyse ponctuelle, elle amène tout de suite de la valeur au métier. Donc après, c'est d'aller au plus simple. Je vous présente le système de détection de fraude, et c'est de se dire, bah, oui, à la fin, on veut un système automatisé avec toutes les contraintes technologiques et de plateformes que ça implique, mais de ne pas tout de suite se dire, bah, on va commencer par mettre ça, et puis après, on verra la suite. Voilà, c'est un peu ça notre sujet, en tout cas. Une autre question ? Allez, soyez pas timide. Oui. Alors, au-delà de la qualité, qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas beaucoup de volume de données? Eh bien, en fait, encore une fois, dans notre logique, en fait, souvent, le volume de données ne veut pas forcément dire... on restreint le côté... Pour valoriser les données, on n'a pas forcément besoin d'avoir des gros volumes. Je vais vous donner un exemple. On a fait un modèle donc de prévision de séries temporelles, par exemple, d'accord, prévoir les ventes. Intuitivement, on peut se dire que oui, bah, plus on a d'historique, mieux le modèle va être précis. En fait, quand on fait des tests, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément le cas. En fait, on avait fait des tests 36 mois de profondeur d'apprentissage, de 36 à 12 mois, et en fait, l'optimum, c'était 18 mois. Donc, le sujet de volume de données, c'est un sujet, mais souvent, le point de départ, encore une fois, c'est le problème métier. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait, pour vous répondre très concrètement? Ben, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec les données existantes? Et si on voit qu'on arrive à résoudre en partie le problème, eh ben, le premier plan d'action, ça va peut-être de se dire, OK, pour avancer sur cet enjeu-là, bah, il faut collecter plus de données. Et là, du coup, on collecte plus de données, et puis on reviendra plus tard, et puis on itère petit à petit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme la qualité de données. Si on attend d'avoir suffisamment de données et d'avoir un niveau de qualité suffisant, en fait, c'est pas des notions absolues, ça, c'est ça en fait qui est difficile à faire passer. C'est pas des notions absolues. Il n'y a pas de niveau de qualité absolu. C'est comme si vous me disiez, il faut, enfin, c'est relatif à l'usage. Voilà, c'est ça le sujet en fait. Le sujet, et dans l'approche de design de solution, nous, c'est toujours de repartir de l'usage, et l'usage, c'est l'aide à la décision. Et aujourd'hui, quand on voit le niveau de maturité de prise de décision opérationnelle dans les entreprises, je peux vous dire qu'il y a largement de quoi faire avec les données que vous avez. Voilà, je peux prendre le pari, et si vous voulez en discuter, on a un stand après, vous me présentez le cas, et souvent, l'exploitation de la donnée, elle est sous-exploitée. Donc on a déjà de la matière et on n'en fait pas grand-chose. Voilà. Une dernière question? Oui. Est-ce que vous pensez que ce que vous avez présenté, c'est spécifique au design de solutions data et IA? Parce que pour moi, c'est assez général. Oui. C'est pas spécifique. Mais un peu quand même. C'est-à-dire, quand j'ai parlé des trois grandes briques, ce qui est sûr, c'est que nous, dans l'approche, c'est en gros pour utiliser des gros mots, nous on croise des approches de design thinking, donc voilà, et de l'expertise autour de l'IA. Donc, c'est pas une approche qui est unique et elle peut se rappliquer sur d'autres choses. Par contre, pour moi, il y a des que j'ai pas eu le temps de détailler forcément ici, mais il y a des éléments qui sont spécifiques à des projets data IA. Et donc voilà, nous, on a une approche où on croise un peu les deux. Mais le sujet numéro un, c'est que la data IA, souvent, c'est pris trop sous l'angle technologique. Et nous, on essaie de remettre les usages au centre. Et l'usage numéro un, c'est l'aide à la prise de décision. OK, je pense qu'on va clôturer là, si je ne me trompe pas. Eh bien, écoutez, merci de votre attention. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On est à un stand.